Vas-y. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci Yves de m'avoir sollicité pour réaliser cette conférence. Bien, donc je me présente Virginie Silver, j'ai 43 ans. Je suis docteur en physique des plasmas. Alors, je vais vous retracer en quelques planches là, le parcours qui m'a amené au poste que j'occupe aujourd'hui. Et puis, je vais tenter, donc, au travers de cet exposé, de vous faire partager ma passion pour les sciences, pour l'astrophysique et puis pour le domaine des hautes énergies. Donc, on peut atteindre avec les lasers, entre autres. Et donc, n'hésitez pas à recenser toutes vos questions. Il y a pas de questions ridicules, hein, il n'y a que des réponses insuffisantes. Donc, je serais ravie de répondre à toutes les questions en fin d'exposé. Et puis, voilà, donc c'est un exposé relativement large qui va balayer euh, le spectre de cette notion de plasma chaud. J'ai voulu cet exposé relativement vulgarisé, de sorte qu'il soit accessible à la plupart d'entre vous, surtout si votre formation n'est pas forcément scientifique. Euh, alors, donc en quelques mots, mes études supérieures m'ont conduit sur le site parisien, sur 3 sites parisiens, Jussieu, Orsay et puis l'École polytechnique, à l'occasion de ce qu'on appelait à l'époque le DEA, donc diplôme d'études approfondies, que j'ai voulu en fait à la frontière de la physique théorique et aussi de la physique, la technologie des grands instruments. Donc, au cours de ce DEA, hein, j'ai découvert ce qu'était qu'un tokamak, ce qu'était qu'un accélérateur de particules. Alors, à la fois la technologie, à la fois la machine, mais aussi les processus physiques qui sont à l'œuvre au sein de ces machines. Euh, donc, à l'occasion de ce DEA, on avait un stage à réaliser dans la dernière partie de ce diplôme. Et donc, ce stage, je l'ai fait à l'école polytechnique et c'est là que j'ai rencontré ma directrice de thèse, enfin celle qui allait devenir ma directrice de thèse, Claude Chenet-Popovic. Bon, pour celles et ceux qui sont intéressés, vous pouvez noter ce nom. Elle est à l'origine de bien des publications justement sur les propriétés radiatives des plasmas chauds. Donc, c'est avec elle que j'ai débuté cette aventure de l'exploration des propriétés radiatives des plasmas. Alors, l'intitulé de ma thèse, c'est la validation expérimentale des codes de physique atomique hors équilibre thermodynamique local. Alors, c'est un nom qui peut paraître alors non seulement à rallonge, mais aussi bien complexe. Et pourtant, c'est un grand sujet d'intérêt à travers la communauté des physiciens atomistes. En fait, on va chercher à aller comprendre comment est-ce que la matière émet du rayonnement, comment est-ce qu'elle l'absorbe et ce que ces spectres vont nous dire du réarrangement électronique en fait au sein de la structure plasma. Donc, cette formation par la recherche, hein, parce que c'est bien ce qu'il en est d'une thèse, c'est une formation par la recherche. Ça a été ma première expérience dans ce domaine et une expérience très positive. Alors, à l'issue de celle-ci, j'ai réalisé qu'en fait, tout ce qui allait mener ma carrière, ça n'est autre que la démarche scientifique, hein, qui est la confrontation permanente de l'expérience au modèle théorique. Et c'est vraiment, on navigue de l'un à l'autre en permanence. On mène une expérience pour valider des modèles théoriques. Ces modèles théoriques nous permettent de concevoir des expériences un peu plus fines, etc. Et c'est un aller-retour incessant qui nous fait progresser en fait dans la connaissance des divers domaines de physique qu'on explore. Donc après cette formation, eh bien j'ai enseigné. J'ai enseigné alors, de la 5e jusqu'à la terminale S. Cette expérience était très, très enrichissante et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi avant de rejoindre le premier poste au CEA que j'ai occupé
à la direction Île-de-France. Donc, je vous ai représenté sur la slide suivante la localisation de ce centre. Alors, si on parle un petit peu du CEA, donc le CEA pour Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc, c'est un grand organisme qui regroupe 16 000 collaborateurs. Il y a à la fois des centres civils et des centres des applications militaires. Donc moi, je fais partie de la grande maison DAM, donc la direction des applications militaires, qui est géographiquement en fait répartie sur 5 sites au travers de notre territoire. Et la DIF, comme on l'appelle, direction Île-de-France, abrite un certain nombre de départements dans lesquels sont menées diverses études, alors notamment de la simulation numérique. La direction Île-de-France héberge aussi les supercalculateurs du CEA DAM. Donc on en parlera tout à l'heure. Ce sont des supercalculateurs qui nous permettent de mener des calculs de façon massivement parallèle. On y réalise des millions de milliards d'opérations par seconde. On a atteint récemment le milliard d'opérations par seconde. Et puis, chaque année, en fait, on progresse dans notre capacité à mener des simulations numériques toujours plus puissantes, plus rapides et qui nous permettent donc d'interpréter des phénomènes physiques toujours plus complexes. Donc, cette direction Île-de-France, eh bien, elle a été donc pour moi le berceau de ma carrière. J'y étais responsable d'expériences scientifiques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être responsable d'expériences scientifiques? C'est de concevoir par la simulation numérique une expérience laser dont les mesures vont pouvoir nous apprendre ou bien pour nous permettre de comprendre un peu mieux les phénomènes qui sont à l'œuvre au sein d'un plasma qui est porté à haute température et haute pression. Alors, pourquoi est-ce que ce domaine nous intéresse particulièrement à la DAM? Eh bien, parce qu'il est en fait représentatif des conditions qui sont atteintes au sein d'une arme thermonucléaire. Donc, ces pressions et ces températures extrêmes, elles sont d'intérêt pour nous, évidemment, mais aussi pour des aspects astrophysiques, pour des aspects compréhension des phénomènes à l'intérieur des planètes, des étoiles. Elles nous permettent d'accéder à des conditions dantesques, typiquement celles qui règnent à l'intérieur du cœur de la Terre. Essayer de comprendre si effectivement il s'agit d'un noyau liquide, d'un noyau solide. Eh bien, tout ça, on peut le tester aujourd'hui en laboratoire parce que la France est dotée d'un très grand instrument que je vais vous présenter tout à l'heure, le laser mégajoule, qui permet d'atteindre ces conditions. Donc après cet aparté sur ce passage qui a duré quand même 9 années, j'ai rejoint le centre de Valduc, donc ici en Bourgogne, à 45 km au nord-est de Dijon. Alors le centre de Valduc, c'est l'un des 5 sites des applications militaires du CEA. Donc à Valduc, on fabrique les parties nucléaires des armes de la dissuasion. Mais on fabrique aussi les objets expérimentaux qui vont être mis en œuvre sur les grands équipements de la direction des applications militaires. Alors, ces grands équipements, eh bien, c'est le laser mégajoule d'une part, pour aller atteindre des hautes températures et des hautes pressions, mais c'est aussi la machine radiographique épure, dont je vous invite à aller recenser les caractéristiques sur le site internet du CEA DAM. Tout ça, c'est assez bien documenté. Et donc, on fabrique ces objets expérimentaux. Alors, vous avez ici à l'écran, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, vous avez ici une micro-cible laser que vous décrivez tout à l'heure, Yves, qui est en fait l'objet qu'on va aller mettre au cœur de la chambre d'expérimentation et qui va recevoir les faisceaux laser du laser mégajoule. Et donc, l'interaction de ces faisceaux laser avec cette petite cible va générer des températures et des pressions phénoménales qui sont représentatives des conditions qui nous intéressent.
Donc, ce centre de Valduc, hein, on y est, il y a 1500 personnes environ qui y travaillent, dont 900 agents, à peu près 950 agents CEA. À la Dame, hein, on est 4500 personnes à travailler. Et donc, à Valduc, il y a à peu près 950 agents. Voilà. Alors, donc, au sein du centre de Valduc, j'ai aujourd'hui la responsabilité d'un laboratoire. Et ce laboratoire, eh bien, il appartient au service microcible du CEA de Valduc. Donc, ce service microcible, il conçoit, développe et fabrique ces petites cibles qui vont être expérimentées sur le centre du CESTA, ici. Alors, je ne l'ai pas mis en couleur, mais le centre du CESTA, c'est un centre qui est situé près de Bordeaux et qui accueille donc l'installation laser méga. Voilà pour la présentation de ma carrière. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet, explorer les propriétés radiatives des plasmas chauds. Alors, à quoi ça sert d'aller regarder? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un plasma? Qu'est-ce que ça veut dire des propriétés radiatives? Pour le commun des mortels, ce n'est pas forcément, immédiat. Alors, un plasma, je vais vous le définir de la façon la plus simple possible. On va prendre l'état de la matière tel qu'on le connaît, hein, solide, liquide, gaz. Et le plasma, on va le qualifier comme quatrième état de la matière, même si je n'aime pas bien cette expression. Ce que je veux vous illustrer ici, c'est que à mesure que l'on fournit de l'énergie à un système, hein, eh bien, les particules qui le composent vont gagner en degré de liberté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À l'échelle du solide, on a plutôt un réseau bien formé avec des atomes en place. Alors, un atome étant constitué d'un noyau et d'un cortège électronique. Et donc, ça, c'est une structure relativement rigide, hein, à l'échelle atomique. L'état liquide, lui, admet un degré de liberté un peu plus lâche, et le gaz, encore plus. Là, on a des particules qui s'agitent, qui ont une vitesse, et tandis que l'état plasma, en fait, correspond, lui, à la phase ultime, consistant finalement en la séparation des constituants de l'atome qui vont évoluer donc relativement indépendamment. Alors relativement indépendamment, hein, ça dépend aussi de la corrélation au sein d'un plasma. Ça, c'est une notion que je ne vais pas aborder ici puisqu'elle est un peu trop technique. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un plasma, c'est un gaz ionisé, fortement ionisé parfois. C'est un système physique globalement neutre, hein. À l'échelle macroscopique, c'est un système neutre. Mais par contre, on va dire que c'est une soupe d'ions et d'électrons. Alors, les ions étant des particules chargées positivement et les électrons constituant donc la charge négative à l'intérieur de ce plasma. Donc, pour obtenir un plasma, en fait, il va falloir aller ioniser un gaz. Et ioniser un gaz, on peut le faire de différentes façons. Et aujourd'hui, ce que j'ai choisi de vous présenter, et ce qui est ma spécialité, eh bien, c'est la création de plasma avec un laser. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la matière ordinaire, alors j'ai mis ordinaire entre guillemets, aujourd'hui, enfin voilà, on a, si vous regardez un petit peu les conférences qui ont attrait à l'univers, à l'astronomie, l'astrophysique, vous entendez parler de matière noire. Donc là, ce que j'appelle matière ordinaire, c'est au contrario de la matière noire. Eh bien, elle est constituée pour 99% à l'état de plasma, hein. Finalement, le solide, le liquide et le gaz ne constituent qu'une infime partie de la matière qui nous entoure et dont on est constitué. Alors, la matière ordinaire, donc voilà, hein, avec l'ensemble du bestiaire des particules que vous connaissez, animé des 4 forces fondamentales. Alors, ces plasmas, en fait, ils vont avoir une densité variable, hein. On va traverser des plasmas dilués du vide interstellaire, mais on va aussi parler, des plasmas ultra chauds et ultra denses, tels que ceux qu'on peut imaginer exister au sein, par exemple, des étoiles à neutrons. D'accord? Donc, en fait, l'état plasma, c'est l'état dans lequel on vit. Alors,
qu'est-ce que ça veut dire propriété radiative d'un plasma? Un plasma, on va le définir par des observables. Donc macroscopiquement, c'est-à-dire à l'échelle, on dézoome. Alors là, j'ai mis en lumière typiquement ce fond étoilé et puis je vous ai mis dans un petit encadré jaune une étoile en particulier. Alors, cette étoile, elle est à l'état plasma, donc on va la prendre pour exemple. Et cette étoile, eh bien, typiquement, elle est caractérisée par sa température. Alors, la température, c'est une notion, on va dire, vulgaire, entre guillemets. À l'échelle d'un plasma, c'est une notion bien plus, comment dire, bien plus fascinante que ce qu'il peut n'y paraître. On va distinguer autant de températures qu'on aura de composants à l'intérieur du plasma. Et de quoi est constitué un plasma? Il est constitué d'une population électronique, d'une population ionique, et ce plasma, il rayonne. Donc, on va aussi définir une température radiative, c'est la température du rayonnement. Donc là, il faut aller chercher un petit peu plus loin cette notion de température. Donc, température électronique, c'est-à-dire, on va dire, entre guillemets, le degré d'agitation des électrons. Une température ionique qui va, elle aussi, mimer le mouvement des ions à l'intérieur du plasma. Et cette température radiative, pardon, qui est une notion un petit peu plus complexe à concevoir, qui est finalement voilà, la température du bain radiatif dans lequel évoluent ces électrons et ces ions. Alors, vous allez entendre parler d'équilibre thermodynamique ou encore d'état hors équilibre thermodynamique local. Alors, l'état d'équilibre thermodynamique, c'est quand toutes ces températures sont égales, c'est-à-dire quand les ions bougent de la même manière que les électrons et quand le rayonnement est aussi à la même température que la matière. Alors ça, c'est un état très, très, très rarement atteint. Mais je vais vous illustrer aujourd'hui que c'est possible de l'atteindre, et notamment avec l'expérimentation laser. Et puis, donc, il y a les états hors équilibre, c'est-à-dire ce qui se trouve plus généralement dans la nature, c'est-à-dire une décorrélation complète entre le mouvement des électrons, le mouvement des ions et puis le bain radiatif. Donc, voilà pour ces notions de température. Alors, un plasma, il est caractérisé aussi par son spectre. Alors, le spectre, qu'est-ce que c'est? On va prendre toujours l'exemple de cette étoile. Cette étoile rayonne, on peut le voir avec nos yeux. Mais par contre, il y a autre chose de visible qu'on ne voit pas et qui peut être enregistré par des appareils qu'on appelle des spectromètres, des spectrographes. Cette étoile, elle peut rayonner dans d'autres gammes d'énergie. Alors, pourquoi est-ce qu'elle rayonne? Déjà, pourquoi est-ce qu'on voit un rayonnement? Eh bien, parce qu'elle est définie par une température. Tous les corps, vous, cette Terre, une étoile, tous les corps rayonnent. On est tous portés à une température et on va tous émettre un rayonnement qui peut être enregistré dans une bande d'énergie donnée. Et donc, ce rayonnement, qui va dépendre de la nature du corps et de sa température, eh bien, on appelle cela le spectre électromagnétique. Alors, ce spectre électromagnétique, il va couvrir une très très large gamme de fréquences ou d'énergie selon l'échelle qu'on veut bien employer. Et nous, notre humain, eh ben, il ne perçoit qu'une toute petite frange de ce spectre. Et en dehors de cette frange, eh bien, on utilise donc des appareils, des équipements qui vont être spécifiquement développés pour aller capter soit le rayonnement X, le rayonnement gamma, ou encore les rayonnements type micro-ondes ou ondes métriques ou centimétriques. Donc, à chaque gamme d'énergie, eh bien, son spectromètre. Donc, on retient qu'un plasma est caractérisé par sa température, on va dire sa température moyenne, son spectre de rayonnement qui est lié à la nature du plasma, mais aussi à sa température. Alors là, j'ai choisi de vous illustrer cette notion
cette notion de rayonnement en fonction de la bande de fréquence. Il s'agit ici d'un exemple du spectre de rayonnement de notre Voie lactée, donc dans 5 bandes d'énergie différentes. Alors, j'ai pris ça dans la littérature ouverte, hein. Donc là, on a notre Voie lactée prise dans la tranche. Et puis, donc, vous voyez qu'elle rayonne assez différemment selon la bande d'énergie qui est ici visée. Donc, cette information, elle va nous donner des indications sur la température, mais aussi la composition des éléments qui rayonnent. Alors, pour entrer un petit peu plus, on va dire, dans la pédagogie du spectre de rayonnement, considérons une lumière blanche, telle que celle qui peut être émise par notre Soleil, donc sur la première frange de cette diapositive. On va utiliser, alors ici c'est un prisme qui est illustré, en fait c'est un système dispersif qui va nous dire de quoi est composée cette lumière. Donc on a ici un spectre continu. Un plasma, on va le considérer ici, voilà. On va aussi disperser sa lumière. Eh bien, lui, s'il s'agit d'un plasma qui va être émis, par exemple un plasma de fer, il va rayonner selon un spectre d'émission que vous avez ici en exemple, c'est-à-dire qu'on va observer des raies. Et ces raies, en fait, leur position et puis l'endroit où elles émergent, finalement, va être caractéristique de la nature de l'élément qui émet ici. Donc, on va se doter de spectromètres dans une bande d'énergie donnée, et ce spectromètre va être capable de nous dire quelle est la nature de l'élément qui rayonne et quelle est sa température. On peut aussi collecter un spectre d'absorption. Alors, comment est-ce qu'on collecte un spectre d'absorption? On va imaginer une source primaire qui va rayonner dans une gamme d'énergie donnée. Et puis, on va imaginer que cette source primaire soit comment dire, occultée par un écran. Alors, ça peut être un nuage, on va dire, allez, un nuage d'hydrogène. Et ce nuage d'hydrogène, en fait, il va absorber une partie du rayonnement de la source primaire. Et ce qu'on va récolter ici à l'issue du système dispersif, eh bien, c'est le spectre de la source primaire à laquelle on aura retranché ici eh bien, le spectre correspondant à la source secondaire. C'est-à-dire que ce spectre d'absorption, il va nous donner 2 informations: le spectre de la source primaire, mais aussi la nature de l'écran qui aura été traversé par la source primaire. Donc, l'ensemble de ces spectres vont nous donner des indications sur la nature de la source, sur sa température et sur éventuellement les écrans qui se seront interposés entre la source et l'observateur. Donc, vous voyez que ces spectres sont très, très riches. Alors là, il s'agit ici d'une illustration purement graphique, hein. En fait, ce qu'on enregistre sur un spectromètre, hein, je vous dis, c'est à peu près ce genre d'image. Et puis, quand on fait une coupe à l'intérieur de ces spectres, eh bien, on voit pousser donc, des raies, et c'est ce qu'on analyse et qu'on interprète. Alors, j'ai choisi ici donc, de vous illustrer eh bien, typiquement le spectre d'émission solaire. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de notions d'équilibre thermodynamique local. Eh bien, typiquement, un corps qui va être à l'équilibre, il va avoir un rayonnement dit planckien. Donc, ce rayonnement planckien, en fait, ça va être un spectre thermique, donc tout à fait lisse. Voilà, vous avez ici donc, la longueur d'onde et puis l'intensité de ce signal. Et puis là, on voit bien, ici, hein, donc en fait, le spectre du Soleil, il est quasiment parfaitement planckien. Mais par contre, ce que nous, on observe au sol, depuis la Terre, c'est cette courbe rouge. Alors, pourquoi est-ce qu'on observe ici des creux d'absorption? Eh bien, en fait, ils sont directement liés aux différentes strates traversées par ce spectre depuis son origine jusqu'à l'instrument qui les collecte. Donc, il va y avoir l'atmosphère, il va y avoir les différentes couches de notre atmosphère, enfin, tout ce qui se sera mis entre le Soleil et l'observateur. Donc, voilà une illustration relativement claire de
de ce que peut être un spectre d'absorption. Alors, typiquement, nous, ce qu'on voit, c'est cette partie-là du spectre, hein. Là, c'est la partie visible. Et en fait, la position en fait, de ce maximum, on peut la relier directement à la température de surface du Soleil. Donc ça va être une indication forte de la température de la surface du Soleil. Et puis ça va être une indication forte, typiquement de l'épaisseur des atmosphères traversées et de la nature des molécules rencontrées. Voilà. Alors, toujours dans notre caractérisation de ces plasmas, donc on a parlé de température, de différentes températures, on a parlé de spectre de rayonnement, on a parlé de nature de plasma, on va maintenant le caractériser par son degré d'ionisation. Alors, qu'est-ce que c'est que le degré d'ionisation d'un plasma? Donc, on revient aux fondamentaux. Un plasma, c'est une soupe d'ions et d'électrons. Donc, imaginez des ions, des électrons un peu partout. La nature de nos ions, on va pouvoir aller arracher plus ou moins facilement les électrons qui sont situés dans le cortège électronique. En fait, un plasma, il va être composé de différents types d'ions, hein, selon que voilà, on a affaire à un plasma de xénon mêlé à du krypton, enfin différents gaz mêlés, mais aussi à l'intérieur d'un plasma, on va dire typiquement de xénon, on va aller arracher plus ou moins d'électrons à chaque atome. Donc, c'est ça le degré d'ionisation. C'est la façon dont on va aller dépouiller le cortège électronique ou encore la quantité d'électrons qu'on va venir arracher à l'atome neutre pour que ces électrons aillent rejoindre ce qu'on appelle le continuum, c'est-à-dire, on va dire, l'aspect libre de ces électrons. Donc, en fait, ce degré d'ionisation, hein, on va arracher d'autant plus d'électrons que la température va être élevée. Okay. Donc, on imagine bien qu'un plasma qui va être créé par laser, on ne va pas le qualifier par une seule température, il va y avoir un gradient, c'est-à-dire qu'au plus proche de la source, on va être d'autant plus chaud, donc on va avoir des atomes beaucoup plus ionisés. Plus on va être loin de la source, plus on va être froid et moins on aura d'ionisation. Donc en fait, le plasma, ça va être quelque chose, une soupe très, très complexe, avec des degrés d'ionisation différents, des températures différentes. Donc, c'est un milieu vraiment, vraiment complexe. Alors, d'une part à mesurer, mais aussi à simuler. Donc, température, spectre de rayonnement et degré d'ionisation. Je vais vous définir maintenant ce qu'est la densité électronique et puis on s'arrêtera là en termes de quantification de ces plasmas. Je pourrais encore aller plus loin, mais là, on rentrerait dans une technique un peu trop poussée et puis finalement qui n'aura pas grand intérêt pour la suite. Donc, la densité électronique, c'est finalement l'état de confinement de ce plasma. Est-ce qu'il s'agit d'un plasma qui va être dilué, tel que celui qu'on peut rencontrer entre deux étoiles, ou alors un plasma dense, tel que celui qui constitue le cœur des étoiles ou le cœur typiquement des étoiles plus denses, des étoiles à neutrons ou celles en fin de vie. Donc, cette densité électronique, hein, c'est voilà, comment est-ce que les ions à l'intérieur de ce plasma sont rapprochés? Est-ce qu'ils sont très proches les uns des autres ou au contraire, est-ce qu'ils sont dilués? Donc, voilà les observables qui nous intéressent et qu'on va chercher à quantifier au cours d'une expérience typiquement laser quand on va vouloir créer un plasma. Voilà. Alors, donc ces plasmas, je vous ai dit, il y a différentes façons de les constituer. Il va y avoir des plasmas naturels, hein, puisque je vous ai dit que 99% de la matière ordinaire, ben, finalement, elle est à l'état plasma. Mais on va savoir aussi en créer en laboratoire. Alors, j'ai choisi de vous représenter ici sur une échelle de densité
donc nombre de particules par centimètre cube, et puis une échelle de température du millier au milliard de degrés K, eh bien toute cette zoologie de plasma qu'on va vouloir ou qu'on va pouvoir rencontrer. Donc, typiquement, hein, les nébuleuses, les aurores boréales, les flammes, la couronne solaire, les étoiles elles-mêmes sont des plasmas naturels. Et ceux qu'on va recréer en laboratoire, ils seront issus alors soit de procédés tels que voilà, des procédés qui vont donner lieu à des décharges, là où on va créer donc des plasmas de décharge, donc un peu plus froid que ce que nous on fait en laboratoire, des plasmas créés à l'intérieur de tokamaks, typiquement ce que fera ITER, et puis des plasmas qu'on va créer avec des lasers et qui vont nous permettre d'atteindre des conditions phénoménales de température et de pression, alors qui vont nous permettre de mener des expériences de physique, certes, mais aussi des expériences de fusion avec des enjeux forts pour l'avenir. Donc, des plasmas naturels, mais aussi des plasmas artificiels dont on va aller tirer la subscientifique moelle pour améliorer notre compréhension des phénomènes fondamentaux, mais aussi imaginer des solutions pour l'avenir, notamment ici pour la partie production d'électricité. Donc, vous voyez les plages couvertes en densité et en température sont phénoménales. On voyage à travers plusieurs ordres de grandeur. Donc aujourd'hui, mon propos va se concentrer sur les plasmas qu'on crée par laser. Alors, je vous fais un petit aparté sur la notion de laser hein, on va dire que le laser, on peut le trouver au supermarché hein, pour biper ses codes barres. On va le trouver aussi sous la forme de sabre laser dans les jeux vidéo, mais aussi on va le trouver dans l'industrie pour souder. Et puis nous, c'est surtout pas ce genre de laser dont on a besoin pour réaliser les conditions dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va mettre en œuvre des lasers de puissance. Alors, tout d'abord, laser, qu'est-ce que ça veut dire hein? Ça n'est autre que l'acronyme de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Avant, on parlait plutôt de maser, c'était microwave. Donc, l'avènement des lasers, hein, c'est 1960. C'est Einstein hein, qui a, au travers de la découverte de cette émission stimulée, eh bien, jeté les bases de ce qu'allait être comment dire, l'aventure des lasers. Alors, la lumière d'une ampoule, qu'est-ce que c'est? Ben, on a des photons de toutes les couleurs. Hein. Si c'est une lumière blanche, eh bien, voilà, ça va balayer le spectre électromagnétique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors que la lumière d'un laser, elle, ça va être des photons d'une seule couleur, c'est-à-dire centrés sur une longueur d'onde, qui vont avancer en même temps et de la même façon. Donc, schématiquement, j'ai choisi de vous faire une petite représentation, là, on va dire animée, de ce qu'est un laser. Alors, pour créer de la lumière laser, il va falloir disposer d'un milieu amplificateur. Alors, qu'il soit gazeux, qu'il soit solide, on va avoir nos atomes dans un niveau fondamental. Et puis, on va asséner à ce milieu, on va lui apporter de l'énergie de l'extérieur. Alors, ces atomes vont être excités. Certains électrons vont grimper dans des niveaux d'énergie supérieurs. Et c'est là qu'on va créer en fait ces inversions de population. Donc, en fait, on a besoin d'un milieu de base et surtout d'une source d'énergie extérieure pour venir créer cette inversion de population qui est le phénomène à la base de l'effet laser. Maintenant, il va falloir maîtriser ce phénomène d'émission stimulée. Les premiers atomes excités, qui ont été excités par cet apport d'énergie extérieure, ils vont se désexciter spontanément. Ils vont donc émettre un photon. Ce photon, il va entrer en collision avec un autre atome excité et provoquer l'émission d'un photon clone. Et lui-même va interagir avec un autre atome excité, etc.
Et si on vient enfermer ces populations entre deux miroirs, c'est-à-dire qu'on va venir confectionner une cavité résonante, on va créer un ensemble de photons de même couleur, de même direction, de même phase, et avoir une amplification de ce phénomène. Si on décide que le miroir à l'extrémité de cette cavité est semi-transparent, il laissera alors passer la lumière laser et on la récupérera donc à l'issue de ce système. Donc, voilà le principe de base de l'émission d'un laser. Alors, ce qui est important aussi de noter et de comprendre dans la notion de puissance et d'intensité des lasers, c'est ce qui va être illustré ici, c'est la façon dont on va amener l'énergie laser en fonction du temps. Cette puissance, en fait, c'est cette puissance qui va nous permettre d'atteindre des températures extraordinaires. Si on avait, entre guillemets, que l'énergie, eh bien, on n'aurait pas cette intensité et on n'irait pas voir les mêmes phénomènes. On a des lasers qui sont continus, c'est-à-dire qui vont délivrer leur énergie continuellement, hein, sans avoir besoin d'être saccadés. Alors ça, typiquement pour des applications de soudage ou industrielles. Nous, on va plutôt être intéressés par des lasers impulsionnels, c'est-à-dire des lasers qui vont délivrer leur énergie dans un temps donné. Et ce qu'on va vouloir faire pour avoir des puissances extraordinaires, c'est d'avoir une grande énergie dans un tout petit temps, de sorte d'avoir des puissances extraordinaires. Alors, quand je vous dis des tout petits temps, c'est que les expériences laser qu'on va vouloir mettre en œuvre, elles vont se dérouler à l'échelle de la nanoseconde. Alors, nanoseconde, c'est 10 puissance moins 9 secondes. D'accord ? Donc, retenez bien cette notion de énergie sur temps pour avoir des puissances phénoménales. Une fois qu'on a cette puissance phénoménale, c'est-à-dire qu'on a notre machine phénoménale, ce n'est pas suffisant. Cette machine phénoménale, elle doit aller délivrer son énergie, elle doit aller délivrer sa puissance sur une toute petite surface. Typiquement, je vous illustre ici l'intensité que délivre le Soleil au niveau du sol. On a plutôt de l'ordre de 0,1 watts par centimètre carré. Alors que dès qu'on approche une petite loupe, eh bien, on multiplie par 1000 l'intensité de ce rayonnement. Eh bien, on va faire la même chose avec les lasers. On va aller concentrer sur une toute petite surface cette puissance phénoménale pour atteindre des intensités extraordinaires. Donc, c'est ça le principe, c'est une machine qui délivre en un temps très court une énergie phénoménale sur une toute petite cible. Et c'est ça le secret pour atteindre des températures et des pressions extrémales, c'est-à-dire des conditions qu'on peut rencontrer au cœur d'une étoile. Donc, je vous disais, hein, ces lasers qui nous permettent d'expérimenter nos plasmas, c'est certainement pas ce qu'on rencontre dans le commerce, ni ceux qui sont utilisés pour la chirurgie des yeux, ou encore celui qui nous permet de lire nos DVD. Ces lasers, donc, ce sont des lasers de puissance qui vont délivrer plusieurs centaines de joules en quelques nanosecondes pour atteindre des puissances extraordinaires. Alors ici, c'est l'une des chaînes amplificatrices du LULI. Alors le LULI, c'est le laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses. C'est là où j'ai fait ma thèse à l'école polytechnique. Donc typiquement, vous voyez, ça c'est l'une des chaînes amplificatrices. Donc ces fameux miroirs cavités laser, hein, c'est le résonateur laser avec toute une chaîne, en fait, un ensemble d'équipements qui permettent d'amplifier ce rayonnement. Donc, je vais concentrer ici encore un petit peu plus, je vais resserrer mon exposé sur les plasmas créés cette fois-ci par le laser mégajoule, parce que c'est celui qui nous intéresse pour aller chercher les plus hautes températures et les plus hautes pressions. Alors, ce laser mégajoule, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'un des très grands instruments qu'a choisi de développer la France pour asseoir son programme simulation.
Donc, le programme simulation, je vais faire un petit aparté, même si ce n'est pas le cœur de cet exposé, l'important d'en parler quand même, parce que depuis le début, je vous parle de fortes températures, de fortes pressions, on relie tout ça à l'astrophysique, mais nous, je vous ai dit que ces pressions et ces températures, elles nous intéressent parce qu'elles sont représentatives des phénomènes physiques qui sont à l'œuvre au sein du fonctionnement thermonucléaire d'une arme. Donc, on va dire en 95-96, hein, la France a décidé d'arrêter donc ses essais nucléaires et a bâti le programme simulation. Alors, le programme simulation, ce n'est autre que la démarche scientifique appliquée aux armes. On va utiliser les expériences passées, c'est-à-dire toute cette banque extraordinaire de résultats qu'on a pu avoir par le passé via les essais, et on va aller simuler les phénomènes physiques. On va aller constituer un code de calcul qui contient toute la physique possible, et on va aller reproduire les mesures avec ce gros logiciel de calcul. Donc, la philosophie, c'est toujours comparer l'expérience à la simulation. Et quand on fait le delta des deux, eh bien, il y a toujours des petites différences, et c'est ces différences qu'on va chercher à réduire. Alors, comment est-ce qu'on va réduire ça? On va essayer d'aller faire la meilleure physique, c'est-à-dire qu'on va demander aux théoriciens d'aller se creuser les méninges pour réfléchir à rendre d'autant mieux compte des phénomènes physiques observés, mais aussi aux expérimentateurs pour aller réaliser des expériences de physique qui vont aller pousser dans leur retranchement ces modèles implémentés dans les codes de calcul. Donc, en fait, on va aller faire des expériences de physique pour aller améliorer certains points qui méritent encore d'être améliorés. D'accord? Donc, c'est ça la philosophie, c'est-à-dire que terminé, on ne fait plus d'expériences qui dégagent de l'énergie nucléaire. On va aujourd'hui faire de la physique, on va faire des expériences de physique pour améliorer nos modèles qui constituent les codes de calcul. Alors, on a donc au travers de ce programme différentes classes d'expériences pour valider les modèles physiques, hein, explorer notre compréhension dans des domaines tels que l'astrophysique, la planétologie, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, ou encore des domaines de l'énergie dans le cadre des expériences de fusion. Donc, ce qui nous intéresse typiquement, c'est d'aller atteindre des températures et des pressions voilà, telles que celles qui existent à l'intérieur des étoiles. Donc, on constitue, en fait, on demande aussi aux mathématiciens de bâtir des lois d'échelle qui vont nous permettre de faire en fait une expérience en laboratoire qui va être représentative du phénomène à l'échelle astrophysique. Et de la même façon, on va demander aussi aux physiciens et puis aux mathématiciens d'aller imaginer une expérience réalisable auprès des lasers pour aller rendre compte de ce qui peut se passer au cœur d'une planète dont on ne sait quelle est la composition de son noyau, typiquement. Voilà la philosophie en fait, des expériences qui vont être menées sur ces lasers de puissance. Donc, intéressons-nous d'un petit peu plus près à la machine, à ce laser. Donc, ce laser, c'est un monstre, hein. C'est un bâtiment donc, qui est situé sur le centre du CESTA, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un monstre de béton et d'acier, un bâtiment qui fait 300 mètres de long, plus de 100 mètres de large. Vous avez une hauteur ici hors sol de 35 mètres. Donc ici, sur le côté, vous avez l'ensemble des chaînes laser de part et d'autre et la chambre expérimentale qui est située dans ce hall d'expérimentation, ce hall central. Là, ici, en image de fond, hein, vous avez une vue intérieure de la chambre. Alors, cette photo, elle a été prise lorsque la chambre était vide. Vous avez quand même ici la vue d'un système d'insertion de diagnostic. Il faut voir que tout ça, c'est rétractile. Cette sphère, elle fait quelques 10 mètres de diamètre.
Donc, c'est des dimensions phénoménales. Bon, pour l'aspect génie civil, 155 000 mètres cubes de béton, 16 000 tonnes d'acier. Enfin, je vous épargne la liste comment dire, des composants de cette installation, mais voilà, c'est un monstre. Et tout ça, je voudrais dire tout ça pour aller irradier une toute petite cible qui fait à peine 1 centimètre de haut. Alors, ce hall d'expérience qui abrite la chambre au sein de laquelle on va venir positionner notre édifice, eh bien, voilà, bon, elle est bétonnée, elle a une peinture toute verte, c'est pas joli. Aujourd'hui, on ne voit plus rien, comme le disait Yves tout à l'heure. Effectivement, quand le bâtiment a commencé à s'élever, les premiers mois étaient très intéressants pour les visites parce qu'en fait, on voyait donc cette sphère qui fait 10 mètres de diamètre, qui est flanquée donc, sur une espèce de trépied, on va dire ça comme ça. Et bon, à mesure que les diagnostics sont venus équiper la chambre, à mesure qu'on amenait les faisceaux laser, tout ça s'est rempli comme un œuf et aujourd'hui, on n'y voit plus rien. Et de toute façon, on ne peut plus pénétrer cet édifice puisque les expériences ont commencé à être menées. Donc, vous voyez, ce hall d'expérience, hauteur 50 mètres, un diamètre de 60 mètres pour le hall d'expérience, 12 niveaux de plancher. C'est extraordinaire. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, donc ce laser mégajoule, nous, ce qu'on veut y faire, c'est amener la matière dans des conditions de température et de pression extrême. Et je vous le répète, on sait le faire parce qu'on a l'équipement, mais on sait le faire aussi parce qu'on sait fabriquer de tout petits édifices dans lesquels on peut venir concentrer cette énergie dans ce tout petit temps. Je le répète, pour atteindre des conditions de température et de pression extrême, il faut concentrer cette énergie en un temps très court, de l'ordre de la nanoseconde, sur une très faible surface. Et quand je vous dis très faible surface, ça n'est pas peu dire. Vous voyez ici la représentation d'une micro-cible à côté d'une petite allumette. Donc, c'est une photo qu'on peut retrouver un petit peu partout. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vue. Donc, typiquement, on va retrouver quelque chose de commun. On a un élément commun qui est ici ce qu'on appelle la cavité de conversion. Donc, c'est ce petit élément en or. Je vous expliquerai pourquoi de l'or. Et ici, en fait, ce sont ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les oreilles. Les oreilles, ce sont en fait des écrans qui vont protéger en fait l'échantillon ici qui est situé sur la cavité de conversion, qui est finalement l'échantillon dans lequel la physique se passe et c'est lui qu'on veut venir diagnostiquer. Donc, on ne veut surtout pas que cet échantillon soit pollué, entre guillemets, par les lasers qui vont rentrer par ces petits trous d'entrée. Donc, vous voyez un petit peu la dimension de cet objet. Souvenez-vous de la dimension du bâtiment, 300 mètres de long, 150 mètres de large, et ce petit édifice qui fait à peine 1 centimètre de long. Donc, autant de cibles que de classes d'expérience, c'est-à-dire qu'on va trouver une zoologie de cibles. Et ces cibles, en fait, elles vont être constituées d'éléments variés selon la nature de la physique qu'on veut aller expérimenter. Donc, vous avez toujours ici, donc typiquement, voilà un autre type de cible avec une pièce de monnaie, là, rapportée à la pièce de monnaie. Là, c'en est une autre. Ici, vous avez ce qu'on appelle un micro-ballon. Vous avez ici des matériaux légers. Et là, ce sont des outils qu'on réalise en fabrication additive parce que vous comprendrez bien que ces petits éléments, ces petites pièces élémentaires qu'on vient assembler, eh bien, on ne vient pas les prendre à la main, on vient les prendre avec des outils spécifiques qui sont donc réalisés à façon et surtout non seulement à la dimension de la pièce, mais aussi à sa forme. On met en œuvre ici des matériaux extrêmement petits, extrêmement fragiles, très légers. Typiquement, ici, on synthétise du verre. Ici, c'est un aérogel de SiO2, donc de la silice, de l'ordre de plusieurs centaines de milligrammes par centimètre cube.
donc on est loin de la masse volumique initiale. Ce sont des matériaux si légers que si vous les prenez dans le creux de votre main, vous soufflez dessus et c'est terminé. Et ce qui est incroyable, c'est que ces matériaux-là, eh bien, on les usine. On vient les usiner avec une machine ultra haute précision pour en faire des éléments qui vont venir s'incruster dans un édifice. D'accord? Donc, chaque pièce élémentaire, elle est spécifiquement fabriquée, caractérisée et assemblée pour constituer donc un édifice final. Alors, cette cible laser, hein, je vous disais que c'était un objet très petit. Effectivement, c'est un objet de taille millimétrique qui est positionné avec une très grande précision. Alors, quand je parle de très grande précision, c'est à quelques dizaines de microns près au centre de la chambre d'expérience du laser mégajoule. Je vous rappelle les dimensions de ce bâtiment, 300 mètres de long. Cette sphère-là, alors ça c'est une vieille photo, mais au moins elle a pour, comment dire, elle est très parlante. On a ce hall ouvert là, et cette sphère, on voit très bien ici. On voit maintenant la sphère vide. C'est pareil, c'est une photo qui a été prise très 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 longtemps avec ces systèmes d'insertion diagnostique. Aujourd'hui, c'est plein comme à neuf, on ne voit plus rien. Là, vous avez l'entrée des faisceaux, l'entrée des diagnostics, et puis vous avez un homme ici en arrière-plan. Donc, on arrive à s'apercevoir un petit peu de l'ordre de grandeur des choses. Et puis cette cible donc, qui fait moins d'1 centimètre de dimension, qu'on vient positionner à quelques dizaines de microns près au centre de cet édifice. C'est chaque jour un défi lancé à la communauté que de venir réaliser ce genre d'expérience au sein de cette installation magique. Donc ces cibles, elles sont positionnées, on a vu, elles sont fabriquées, elles sont amenées dans cette enceinte. On a raconté un petit peu comment est-ce que les caractéristiques de cet équipement formidable qu'est le laser mégajoule. Et il ne faut pas oublier non plus la partie mesure. Parce que je vous rappelais tout à l'heure que ce sont des phénomènes qui sont à l'échelle de la nanoseconde. Ce sont des tout petits volumes. Eh bien, il faut imaginer cette communauté de personnes qui conçoivent aussi des diagnostics capables d'aller mesurer les phénomènes qui sont à l'œuvre là-dedans. Donc, il faut aller capter des vitesses d'implosion, il faut aller capter des pressions, il faut aller capter des spectres de rayonnement avec une résolution spatiale et temporelle qui défie qui défie tout. Il n'y a rien de semblable ailleurs, de toute façon, dans aucune autre communauté. C'est un bijou technologique aussi. Ces diagnostics, c'est quelque chose d'extraordinaire, aussi bien que les cibles. De toute façon, chacun dans notre domaine, on est à la pointe de ce qui se fait. Chaque jour, on repousse un peu plus les limites. Donc, de façon schématique, comment est-ce que se présente une expérience laser? Donc, toujours le leitmotiv, aller chercher la physique fondamentale, aller chercher les phénomènes de base. Donc, vous avez ici une vue en coupe de la cavité de conversion. Souvenez-vous, c'est cet élément central en or. Alors, pourquoi de l'or? L'or, c'est le meilleur convertisseur de la lumière laser, qui est ici schématisé en violet, en rayonnement X. Je vous ai dit tout à l'heure, la notion de plasma. Donc, ces faisceaux laser qui viennent impacter cette cavité de conversion, viennent faire fondre les murs de cette cavité de conversion. Alors, faire fondre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre à l'état plasma, c'est-à-dire aller gratter le cortège électronique et faire naître cette soupe d'ions et d'électrons d'or et le faire rayonner. Et c'est ce bain radiatif qu'on va venir utiliser pour mettre en condition en fait une expérience. Donc, je vous rappelle ici la notion de plasma qu'on a abordée tout au long de cet exposé. Donc, des températures phénoménales, des densités phénoménales selon le régime qu'on veut atteindre. Là, il s'agit plutôt du million de degrés K et des densités autour de 10, 18, 10, 20 particules par centimètre cube. Donc, l'état plasma est généré, donc souvenez-vous, une quantité d'énergie phénoménale dans un tout petit temps, concentrée sur une toute petite surface, et là, donc on génère un rayonnement X
qui vient mettre en condition un matériau d'étude. Alors ici, j'ai choisi de vous représenter un microballon. Alors ce microballon, c'est une sphère creuse, hein, qu'on aura synthétisée, alors, typiquement dans mon laboratoire, hein, ce sont des chimistes qui sont dans mon laboratoire qui fabriquent ces microballons. Donc, ce sont des petites billes plastiques sur lesquelles on vient déposer un matériau d'intérêt. Le matériau plastique, on vient le dégrader et on ne garde que la couche d'intérêt. Et on vient remplir ce microballon. Alors, pour faire des expériences de fusion, typiquement, on vient remplir ce microballon d'un gaz fusible, donc typiquement des isotopes de l'hydrogène. Ça, c'est le Graal, hein, c'est ce vers quoi on va vouloir aller, typiquement pour générer des réactions de fusion. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai illustré. Voilà. Donc, la fusion, qu'est-ce que c'est? C'est le mariage de noyaux légers qui va donner naissance à des noyaux plus lourds, hein, et à une très forte libération d'énergie. Et nous, ce qu'on veut faire, eh bien, c'est capter ce surplus d'énergie. Donc, celle qui est la plus probable, c'est celle qui va impliquer des isotopes de l'hydrogène, le deutérium et du tritium. Donc, pour les faire fusionner, il va falloir qu'on génère ici des températures et des pressions suffisamment élevées pour venir les faire rapprocher, fusionner et libérer ainsi la fameuse énergie de fusion qu'on souhaite collecter. Donc, on va donner naissance à un noyau d'hélium et à un neutron et récupérer cette énergie de fusion. Donc, cette expérience laser, on cherche à la conduire. Donc, la direction des applications militaires a bâti un programme pour atteindre ce Graal. Et donc, on mène un certain nombre d'expérimentations pour atteindre ces conditions. Donc, hop, je reviens, excusez-moi. Tac. Donc, je vous ai parlé d'expériences de fusion, mais on mène aussi des expériences, donc je vous dis, à visée astrophysique, hein, à visée aussi planétologique. Donc, on peut, par exemple, mettre sur cette cavité de conversion un échantillon, typiquement pour des expériences de spectroscopie ou d'équation d'état. Alors, spectroscopie, c'est-à-dire qu'on va aller enregistrer un rayonnement. Donc, typiquement, ça va être des phénomènes à l'œuvre en astrophysique ou d'équation d'état. Alors, équation d'état, c'est-à-dire comment se comporte la matière en fonction de l'énergie, la pression, la température. Donc, ça va être là typiquement des expériences qui vont intéresser les gens qui vont chercher à aller qualifier typiquement le noyau de la Terre. Donc, voilà, comment se comporte typiquement le fer à des pressions de l'ordre du gigabar à des millions de degrés K. Eh bien, grâce à ces expériences, on a les prémices de réponse. Et en fait, en interprétant ces expériences grâce à nos codes de calcul, hein, qui sont menés sur des supercalculateurs, hein, tels que ceux que je vous ai présentés en début de séance, eh bien, on va parvenir à une interprétation et donc continuellement en fait améliorer les modèles physiques qui peuplent nos codes de simulation numérique. Donc, je vous parlais tout à l'heure des puissances de calcul. Typiquement, la machine qui équipe la direction Île-de-France actuellement, donc c'est Terra 1000, elle atteint 25 millions de milliards d'opérations par seconde. On a à l'horizon là 20-25, oui, le milliard d'opérations par seconde, on va dire, de façon systématique. Donc, c'est quand même un challenge phénoménal. On a à travers ces expériences donc, la connaissance des phénomènes de physique fondamentaux, hein, qui sont à l'œuvre au sein des étoiles, mais aussi au cœur des planètes. On est en train de mener des expériences de fusion. On a une démarche scientifique active pour augmenter notre compréhension des phénomènes et garantir aussi la validité des modèles physiques qui constituent nos codes de calcul. Et puis, donc, tout ça, évidemment, c'est une communauté de scientifiques très, très large, avec des spécialités dans tous les coins.
et puis faire que cette communauté, ces savoirs eh bien, convergent pour la compréhension des phénomènes et puis pour la réponse aux enjeux forts de l'avenir. Et ça, c'est très, très, très motivant. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé de mon exposé et je vois que j'ai fait pile 1 heure. Non, mais bravo, bravo. Tu m'entends là? Oui, oui, je t'entends. Donc, merci beaucoup, Virginie. Ouais, je t'en prie. Donc là, je ne vois pas de questions. Là, tout le monde est époustouflé par la qualité pédagogique de ce que vous posez. Si, si, je te le dis vraiment très sincèrement. Je vais au moins poser une question personnelle. Donc, dans les discussions qu'on avait pu avoir lors de différentes visites à Valduc, là, c'est Christophe qui nous avait dit ça. Le planning de montée en charge, c'est-à-dire le nombre de lignes qui équipent progressivement le laser mégajoule, il y en a 200 et quelques, je ne me souviens plus du nombre total. 176, oui. Euh, et donc, je n'avais pas capté ça lors de notre visite qu'on avait faite en 2009. C'est que toutes les lignes ne sont pas installées. Non. Et donc, il y a un étalement dans le temps. Et tu peux nous dire quelques mots sur cette… Oui, bien sûr. Alors, les Américains se sont équipés, on va dire, ab initio de l'ensemble des chaînes laser pour atteindre le mégajoule quasiment immédiatement. Donc ça, c'est un choix non seulement technologique, mais aussi scientifique. La France, elle a choisi d'y aller par morceaux. Alors, non seulement comment dire, pour comprendre, en fait, et pour graduer la compréhension, en fait, des phénomènes physiques à l'œuvre. Ces expériences de physique telles que celles que je vous ai décrites, sont des expériences extrêmement intégrées, c'est-à-dire qu'elles mettent en œuvre des phénomènes physiques très complexes, nombreux, avec des échelles spatiales, temporelles et, on va dire, tellement différentes que on a besoin en fait de se rassurer par morceaux. Donc ça, c'est un vrai choix en fait, un vrai choix scientifique. Donc pour y aller par morceaux, eh bien, on amène les faisceaux laser à un nombre raisonnable chaque année pour faire des expériences de plus en plus complexes. Donc la dame a choisi cette montée en puissance, alors au niveau de l'installation, au niveau de la physique et au niveau de la complexité des cibles. Donc aujourd'hui, on atteint un niveau de maturité bah, pas mal intéressant. Et donc on continue à s'équiper. On a un programme et on le tient. D'accord. Et donc, ça va s'étaler sur combien? Sur une dizaine d'années, l'ordre de grandeur. Oui, l'ordre de grandeur, oui. Ouais. Voilà, voilà. Pour que toutes les lignes soient équipées, quoi, en fait. Voilà, Voilà, voilà. exactement. C'était pour avoir un ordre de grandeur. Je fais… ah, voilà. Il y a… voilà. Donc, il y a Bruno qui te dit bonjour. Bonjour. Oui, j'avais eu un peu, enfin, un commentaire additif. Je rappelle quand même qu'autour de toute cette physique des plasmas, nous avons eu la chance d'avoir, grâce à l'aide justement des personnes du CEA, des exposés sur le programme simulation, sur la dissuasion d'une façon générale. Euh, voilà, Bruno pose une question. Peux-tu nous dire quelques mots de pétale? Oui, c'est vrai que j'ai pas du tout parlé de pétale, alors qui est, on va dire, l'instrument d'ouverture. Pétale est une autre chaîne laser, alors qui est découplée de l'installation, on va dire, primaire, qui vient en fait, avec laquelle on pourra faire des expériences ultra haute intensité. Donc là, on a encore un autre régime d'expérience à atteindre. On travaille à des temps encore plus courts
Et si on couple le mégajoule avec pétale, eh bien cette fois-ci, on va pouvoir sonder en fait des phénomènes donc, qui sont à l'œuvre à l'échelle de la nanoseconde. On va pouvoir aller résoudre ces phénomènes grâce à l'installation pétale. Alors, non seulement on peut finalement étendre la classification de nos expériences avec ce nouveau faisceau, mais on va pouvoir aussi l'utiliser pour venir sonder des phénomènes qui sont à l'œuvre dans les expériences qui sont faites à l'échelle de la nanoseconde sur le laser de puissance. Donc, le couplage de pétale avec le LMJ, là, j'oserais dire, il n'y a pas mieux. Donc, pétale peut fonctionner en solo pour aller mener des expériences ultra haute intensité, qui est pas, enfin, la nature est différente de celles qui sont menées sur le mégajoule, mais on va pouvoir coupler ces deux instruments pour aller résoudre en fait en temps des phénomènes particuliers. Donc, c'est plutôt un instrument d'ouverture. C'est un instrument de la communauté scientifique, en dehors de la dame. Ok. Alors, pour plus de renseignements, je vous invite à aller voir le site du CEA DAM qui est vraiment très bien fait et bien vulgarisé aussi. Donc, n'hésitez pas. Écoute, je ne vois pas d'autres questions qui viennent, donc on va à nouveau te remercier pour la clarté et l'intérêt de ton exposé. Donc, je rappelle que cet exposé est enregistré, il sera posté sur le site de la Sphène Bourgogne-Franche-Comté et sur le site de l'UTB de Châlons. Et tout le monde pourra s'y référer. Donc, Virginie va m'envoyer ses planches qu'on pourra consulter, si vous voulez, indépendamment de l'exposé, parce que quelquefois, on voudrait s'arrêter un petit peu sur telle ou telle planche et dans la vidéo, ça passe un peu trop vite. Et donc, ça permet de découpler un petit peu la réécoute de l'exposé d'une façon à tête reposée. Voilà. Donc, on dit au revoir à tout le monde. Merci Virginie. Et Merci à tous. je termine la réunion et merci d'être venu cet après-midi. Au Merci revoir à beaucoup. tous. Bon après-midi.